Que ce déplacement du pape à Monaco, on va en parler dans un instant avec notre invité, second déplacement à l'étranger depuis son entrée en fonction. Et ce choix surprend, aucun de ses prédécesseurs ne s'est rendu avant lui en principauté, petit pays qui accueille la plus grande densité de milliardaires au monde. Léon XIV a d'ailleurs exhorté les monégasques à aider les plus démunis. Je vous propose de l'écouter. Le don de la petitesse, avec un héritage spirituel vivant, engage votre richesse au service du droit et de la justice, surtout à un moment historique où la démonstration de la force et la logique de la toute-puissance blessent le monde et compromettent la paix. Et donc le point d'orgue de cette journée, ce sera cette grande messe qui est prévue en milieu d'après-midi. On attend 15 000 personnes environ. Alors on va parler de ce voyage papal avec notre invité Lou Besmond de Senneville. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Vous avez été correspondant à Rome de 2020 à 2024. Vous êtes aussi l'auteur de Vatican secret, 4 années au cœur du plus petit État du monde. C'est chez Stock. Ce choix de Monaco est très intriguant. Comment le pape l'explique-t-il? Alors d'abord, il y a une volonté chez le pape Léon XIV de respecter les engagements qui avaient été pris par François, et il se trouve que c'était un engagement du pape François de se rendre à Monaco, un engagement qu'il n'a pas pu honorer parce qu'il est mort donc il y a maintenant un peu moins d'un an. Et puis le deuxième élément, c'est que il y a, je pense, une bonne entente entre le prince Albert de Monaco et Léon XIV. C'est vrai qu'à la fois à Rome et aussi à Monaco, d'ailleurs, les gens ont été extrêmement surpris par l'organisation de ce voyage et on a eu bien du mal à expliquer pourquoi le pape se rendait à Monaco. Je pense qu'on aura un peu plus d'éléments de réponse en fin de journée, il faut espérer en tout cas. Alors, c'est vrai qu'il y a des points de convergence. Ce sont les deux plus petits États du monde. Effectivement, ces deux dirigeants aiment tous les deux le sport, on le sait. Et puis, il y a ce tropisme important, essentiel, qui est l'écologie aussi. Peut-être qu'effectivement, notamment la messe va nous donner une idée tout particulière. On l'a entendu déjà dans un discours, nous parler des démunis. Il faut dire que Monaco, c'est cet extrême. C'est à la fois cette population extrêmement riche et qui a des employés philippins que l'on retrouve dans les églises monégasques. Donc il y a cette rencontre dans la pratique religieuse à Monaco de ces deux extrêmes, les plus démunis et les plus riches. Oui, en fait, il a déjà prononcé 3 discours, Léon XIV, ce matin. Un, dont vous avez montré des extraits au balcon du Palais Princier, là, qu'on revoit pendant que je suis en train de parler, où effectivement, il a évoqué les riches. Il a dit, voilà, le don de la petitesse avec un héritage spirituel vivant engage votre richesse au service du droit et de la justice. Il a aussi engagé les plus riches à partager et à redistribuer. Et puis, il y a eu un deuxième discours où il a insister plus sur les aspects de bioéthique, les aspects moraux. Vous savez qu'à Monaco, c'est l'un des endroits où le droit à l'avortement est le plus restreint en Europe. Et donc, effectivement, il a encouragé eh bien, les catholiques à défendre la vie du début à la fin naturelle. Donc, c'est à la fois une opposition à l'IVG et à l'euthanasie. Ce sont deux positions classiques de l'Église catholique. Et puis là, il vient de terminer un discours aux jeunes et aux catéchumènes, donc vraiment les jeunes du diocèse de Monaco, de ce territoire, où eh bien, il les a encouragés à retrouver une intériorité, à prier, à servir les autres, et pas uniquement à rester scotché aux réseaux sociaux, et pas uniquement à se contenter de ce qu'il a appelé des milliers de likes ou de réels, voilà, sur les réseaux. C'est vrai qu'il a peut-être aussi une pratique des réseaux moins importante que ne l'avait le pape François. Mais c'est vrai que si Monaco est un État catholique, hein, ils ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui dans le monde qui défend, donc vous venez de le dire, notamment le droit à la vie. Le prince Albert II s'est positionné à ce sujet en novembre dernier. C'est aussi un État qui est associé au blanchiment, à la corruption, à la prostitution. Donc on va d'un extrême à l'autre. Oui, absolument. Et Léon XIV, il a bien quand même cette idée en tête. On l'a vu dans son tout premier discours. Voilà, il a vu en arrivant à Monaco les espèces de yachts immenses qui sont
dans le port de Monaco. D'ailleurs, pendant le discours qu'il vient de faire aux jeunes sur le parvis de la basilique Sainte-Dévote, on entendait les klaxons, les sonneries des yachts pour le saluer. Donc, ils sont quand même bien présents. Et il a effectivement bien en tête cette dimension de partage des richesses. Et donc, c'est un des messages qu'il veut envoyer. C'était l'une des questions qu'on avait avant le voyage, c'est jusqu'où il ira sur ce point. Et c'est un des messages qu'il est en train de délivrer aujourd'hui. Effectivement, Monaco, vous l'avez rappelé, c'est à la fois le lieu de vie d'un certain nombre de milliardaires, de millionnaires, un lieu de casino, et puis en même temps, c'est un lieu de cohabitation avec eh bien, vous avez rappelé des Philippins, des employés de maison. Donc voilà, il y a des grandes disparités, y compris sociales, à Monaco. Et je pense que c'est aussi ça euh, qu'il est venu, dont il est venu parler aujourd'hui dans ce petit cité-État, dans cette petite cité-État. C'est son second voyage à l'étranger. On va reparler dans un instant de son premier voyage essentiel, le Liban, surtout à l'aune de l'actualité. C'est une reconnaissance diplomatique pour Monaco qu'un pape se déplace dans sa principauté. Oui, alors, entre Monaco et le Vatican, il y a des liens diplomatiques hein, depuis des années. Vous savez qu'ils ont, les uns et les autres, ils partagent un ambassadeur, donc il y a de réels liens diplomatiques. Il y a une relation de travail entre les deux États. Moi, c'est vrai que j'ai été en poste au Vatican pendant 4 ans. Monaco, c'était l'un des acteurs qui était présent. Mais le Vatican a pour tradition d'entretenir des liens avec tous les États le plus possible. C'est sûr que pour un pays, accueillir un pape, c'est toujours une reconnaissance, c'est toujours une manière de se placer sur la carte, c'est une manière aussi d'attirer l'attention des médias internationaux pendant une journée. Et donc, c'est aussi évidemment un coup de pub, si je puis dire, pour Monaco, de pouvoir attirer le pape sur son territoire. Mais c'est évidemment aussi le cas d'autres États, d'autres pays. C'est toujours le cas lorsqu'un pape est accueilli de cette manière pour un voyage international. Lou Besmond de Senneville, on va revenir sur ce voyage au Liban. C'est vrai qu'à la lumière des développements internationaux dramatiques de ces dernières semaines, la déclaration du pape Léon XIV devant la tombe de Saint-Charbel à Anaya trouve un écho encore plus profond et urgent. Je le cite, nous demandons la paix, nous l'implorons tout particulièrement pour le Liban et pour tout le Levant. Et ça, c'était bien avant, plusieurs mois avant les développements de ces dernières semaines. Quel peut être le rôle du pape Léon XIV, en particulier dans cette crise libanaise? Il a été interpellé par le ministre libanais des Affaires étrangères qui lui a demandé son aide, son concours, notamment pour les chrétiens qui vivent dans le sud du pays. Alors, la question du rôle du pape dans un conflit aigu, dans un conflit ouvert comme celui qu'on connaît depuis quelques semaines, il est toujours difficile. Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une question d'interpellation, c'est-à-dire que le pape, il interpelle les dirigeants internationaux, la communauté internationale, sur l'aspect dramatique de la situation, et pas uniquement sur le sort des chrétiens, hein, même si, évidemment, il est attentif notamment aux villages du sud Liban, qui sont en particulier des villages chrétiens, mais pas uniquement. Donc, il y a ces appels internationaux réguliers. Et puis, il peut y avoir une volonté du Vatican de jouer les intermédiaires entre les parties du conflit. Là, dans la région, on voit mal comment est-ce que le Vatican pourrait intervenir. En revanche, il pourrait y avoir un rôle humanitaire. On l'a vu ces dernières semaines à Cuba, on l'a vu également pour l'Ukraine. Voilà, il peut y avoir un rôle humanitaire de la part du Vatican. Ce qui est sûr, c'est que Léon XIV, il choisit souvent de ne pas parler très fort, mais plutôt d'agir de manière discrète. Et ça, c'est une constante de la diplomatie vaticane. Et donc, pour savoir ce que pense Léon XIV, il faut écouter le patriarche de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa, il faut écouter les responsables catholiques de la région qui ont une voix particulièrement forte. Le cardinal Pizzaballa rappelait il y a quelques jours que Dieu est toujours du côté de ceux qui meurent
ce qui était une interpellation extrêmement vigoureuse des responsables politiques de la région. On peut citer aussi l'intention de prière du mois du pape Léon XIV, désarmer les cœurs pour construire la paix. C'est vrai qu'il appelle à la diplomatie et au désarmement. C'est une volonté, vous venez de dire, constante de la diplomatie vaticane, mais que n'a pas du tout appliqué, en tous les cas au début de son arrivée, de son élection, le pape François. Il y a eu énormément de maladresse concernant la diplomatie. Alors, il a toujours, c'est vrai que le pape François, en son temps, il y avait une constante de la diplomatie vaticane, c'était d'appeler au désarmement, d'appeler à la diplomatie, et ça a toujours été aussi une constante du pape François. En revanche, c'est vrai que notamment sur l'Ukraine et la Russie, eh bien, le pape François, il a eu une dimension extrêmement pacifiste, plus pacifiste que Léon, en appelant à une cessation immédiate des conflits et à une négociation immédiate entre les parties, un peu avec des expressions comme le drapeau blanc, voilà, et ça a pu effectivement être perçu comme des choses extrêmement maladroites. Il fallait bien garder en tête que le pape François avait aussi dans sa culture un anti-américanisme assez fort, qui était celui d'un responsable argentin de 80 ans, et donc il avait vécu aussi un affrontement très fort entre l'Argentine et les États-Unis lorsqu'il était en poste en Argentine. Et donc oui, effectivement, il y a un positionnement qui est un peu différent, même s'il y a des constantes de la diplomatie vaticane qui restent très fortes, notamment l'appel au respect du droit international et l'aspect de l'attachement à la diplomatie. Vous avez donc été en poste à Rome de 2020 à 2024. Vous avez connu Benoît XVI, le pape François. Comment est-ce que Léon XIV, et je parle là de sa personnalité, se distingue de ses prédécesseurs? D'abord, il y a une discrétion de Léon XIV. Vous voyez peut-être qu'on l'entend moins. Il a moins de punchline que son prédécesseur. Ça, c'est la première chose. C'est un pape qui est encore à ses débuts. Alors vous me direz, ça fait 1 an, mais en fait, pour un pape, 1 an, c'est encore les débuts. Il est en train d'accomplir ses premières nominations. Mais pour parler de diplomatie, par exemple, les diplomates en chef du Vatican, le cardinal Parolin, l'archevêque Gallagher sont toujours en place au Vatican. Ce sont les mêmes responsables qui avaient été nommés par le pape François. Il est perçu comme un pape qui travaille beaucoup avec ses collaborateurs et qui travaille beaucoup avec les responsables catholiques à travers le monde. Lorsqu'il veut faire passer un message à Donald Trump aux États-Unis, il passe beaucoup par des évêques, par des archevêques américains. C'est la même chose du côté du Moyen-Orient. Donc voilà, il est perçu comme un pape prudent, comme un pape qui observe et comme un pape qui agit de manière discrète. On ne peut pas se quitter sans parler de cette grande tournée en Afrique qui est prévue du 13 au 23 avril. Algérie, Cameroun, Angola et Guinée équatoriale. Que nous disent ces choix de pays et de la volonté du pape Léon XIV pour le continent africain? Bien sûr, un grand voyage là, qui se profile avec cette grande tournée africaine de Léon XIV. Il y a une volonté de manifester que l'Afrique, c'est l'avenir de l'Église catholique. Déjà, c'était très fort sous François, ça l'était un peu moins sous Benoît XVI, mais là, c'est très clair. L'avenir de l'Église catholique se situe en Afrique, en Asie, dans une moindre mesure en Amérique latine, et c'est ça que Léon XIV veut manifester. Il veut aussi, en choisissant ces 4 pays, s'adresser aux différentes langues de l'Afrique. Il y a à la fois un pays plutôt francophone, un pays plutôt anglophone, lusophone, hispanophone, et donc il veut honorer ces quatre dimensions. Effectivement, c'est un voyage qui va être extrêmement dense, avec plus d'une vingtaine de discours qui sont prévus, et donc qu'il faudra suivre de près, en tout cas auquel le pape Léon XIV accorde une très grande importance. On retrouvera cette couverture dans votre quotidien La Croix et évidemment sur notre antenne sur France 24. Lou Besmond de Seine-Lune, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Ça aura permis de mieux comprendre ce déplacement éclair du pape à Monaco.